Espace politique, la parole aux partis politiques. 16h30, 17h30. Sur e-radio. Espace politique. Espace politique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur e-radio. Nous avons le plaisir de recevoir Madia Mbodj. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le porte-parole. Oui, vous êtes le porte-parole de Yewwi Askan Wi et membre de la coalition qui soutient la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2019. 2019, dénommée coalition Sonko président. Très bien. Alors, Pape Mao Diouf, bonjour. Bonjour. Coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, secrétaire général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. C'est le deuxième numéro de votre émission Espace politique et nous sommes à 11 jours de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle de février 2019 et à 35 jours du scrutin du 24 février. En cette période de pré-campagne, Madia Mbodj, l'on a noté une certaine effervescence politique, pour ne pas dire tension politique, l'opposition qui appelle à la résistance. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe actuellement ? Bien, je salue encore une fois l'ensemble des auditeurs, des auditrices de e-radio et vous félicite pour les innovations que vous apportez en termes de confort, mais aussi en termes d'information du public. Merci. Vous parlez d'espace politique. Je pense que l'espace politique, c'est essentiellement un espace citoyen. Il faudrait qu'on puisse se départir de l'idée que la politique, c'est l'affaire des seuls partis politiques. La politique, c'est d'abord l'affaire des citoyens. C'est pourquoi nous avons toujours, nous, le plaisir à répondre à des invitations pour éclairer les citoyens. Tout à fait. La situation du pays est grosse de danger. Tout le monde le sent, tout le monde le vit d'ailleurs. Ça a commencé. Vous avez peur ? Nous avons peur simplement que justement, si on laisse faire, cette violence qui a commencé à s'installer se renforce, se développe et crée le chaos dans ce pays. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons quand même la tradition d'organiser depuis plusieurs années des élections démocratiques dans ce pays, des élections pacifiques. Mais aujourd'hui, avant même qu'on parle de scrutin, on installe la violence. Ce n'est plus simplement des contentieux post-électoraux, mais aujourd'hui, on vit des contentieux préélectoraux et des violences préélectorales. C'est vous, politique, qui êtes responsable de cette situation. Je parle de politique de façon globale. Oui, de toute façon, les politiques, et l'État en particulier, qui a la responsabilité de gérer ce pays, qui a la responsabilité d'organiser des élections régulières, transparentes, pacifiques, à la responsabilité, cet État-là, à la responsabilité principale dans ce qui se passe dans ce pays. Évidemment, tous les acteurs sont interpellés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'affaire des partis. Ce pays n'appartient pas à l'opposition. Ce pays n'appartient pas à Macky Sall et à ses souteneurs. Ce pays, c'est le pays de tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises. Nous devons nous efforcer tous ensemble, créer les conditions, justement, parce que c'est ça la revendication de l'opposition, créer les conditions qu'il y ait un consensus large sur le processus électoral, ce qui a été fait encore une fois pendant des décennies. Pourquoi aujourd'hui, bon Dieu, jeter aux orties le consensus électoral, vouloir imposer son propre point de vue, sa façon de faire et installer le pays dans une situation de violence préélectorale d'ores et déjà. Très bien. C'est inacceptable. Oui, Pape Mao Diouf, après l'invalidation de 22 candidatures, l'opposition s'est radicalisée. Elle compte faire face au pouvoir. Comment, vous, du côté du pouvoir, vous prenez ces appels à la résistance, comme dit l'opposition, ou ces menaces? Nous considérons que c'est une opposition immature, irresponsable, pyromane en face des propositions de la majorité et de la défaite inéluctable qui semble se dessiner. Ils sont en train de justifier leur défaite en vérité. On n'est pas encore parti aux élections. C'est eux qui parlent de perdre des élections alors qu'on n'a pas encore organisé des élections. Ça veut dire que d'avance, ils savent qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire à l'intérieur du pays pour convaincre les citoyens pour les parrainages d'abord, ce qui était un premier signal. Et en deuxième lieu, parce qu'il n'y a pas de projet structurant, sérieux, à même de porter le destin du Sénégal et les aspirations de notre peuple pour un développement et un progrès. En face de quoi ils n'ont pas de réponse. La seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est de dire que nous allons empêcher les élections de se tenir. Vous l'avez entendu, M. Diouf, au même titre que moi. Ils ont dit qu'ils vont empêcher les élections de se dérouler et ils vont empêcher au besoin par la force et la violence au président Macky Sall d'aller faire campagne. Nous appelons donc les autorités de l'État à prendre toutes leurs responsabilités pour protéger ce legs
qui n'appartient pas à l'opposition, encore moins à ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui. C'est un legs démocratique qui nous a été donné par les pères fondateurs. Oui, Donc, vous s'ils croyez veulent empêcher sincèrement, ça, nous pensons que l'État a le devoir de préserver vous accordez cet du acquis crédit à démocratique. ces menaces de l'opposition qui dit Alors, qu'elle va empêcher la tenue de la présidentielle. Ou bien vous pensez que c'est une simple menace? Bonne ou mauvaise, c'est en tout cas irresponsable. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est irresponsable de la part de ceux qui incarnent l'opposition sénégalaise de brandir la menace de la violence. C'est inédit. Pour la première fois, le pouvoir qui exerce, la majorité qui exerce le pouvoir, n'exerce aucune forme de violence sur l'opposition, n'exerce aucune forme de violence sur la presse. C'est l'inverse. C'est-à-dire, le parti majoritaire organise un meeting à Sacré-Cœur. Ce sont des nervis de l'opposition qui vont empêcher de faire en sorte que l'exercice public de droit de manifestation puisse se faire. C'est inédit. C'est inédit et c'est à la fois inacceptable et injuste pour la démocratie sénégalaise, puisque tous ceux qui parlent au nom du Sénégal aujourd'hui, le Sénégal leur a permis de pouvoir le faire, leur a permis de pouvoir se former, leur a permis de pouvoir avoir la liberté d'expression démocratique. C'est injuste qu'il n'ait comme seule réponse et comme alternative à offrir aux Sénégalais la violence, la menace contre les élections et les institutions de ce pays, et la violence effective, puisqu'ils ont saboté un meeting de Sacré-Cœur en envoyant des nervis et exerçant la violence de cette manière aussi manifeste. Ils ont peur. Et il y a de quoi avoir peur. Et ils le disent. Ils ont raison de dire qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avoir une défaite cinglante. Parce qu'en face, nous avons une majorité sereine, responsable. Ils disent que le pays est en danger. Où est le pays? Où est-ce que le pays est en danger? Le président de la République est en train d'inaugurer le pont de la Gambie. Il est à l'intérieur du pays. On reviendra sur ces aspects. C'est moins le bilan que le fait que sécuritairement. Oui, on y a pas reviendra de sur souci. ça, c'est important, puisque le président Macky Sall est en train d'inaugurer. C'est moins l'inauguration sur ce coup-là que le fait qu'il est en train d'aller dans le pays, rencontrer les Sénégalais sans aucune sorte de violence. Souvenez-vous, en 2011, mais vous êtes en train de faire preuve de violence déjà en accaparant le micro. étaient marquées par les brassards rouges. Oui, Madiaye Mbodj, justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire face à Macky Sall plutôt que de parler de résistance? Parce que dans l'entendement populaire, on croit que vous appelez à un soulèvement populaire. De toute façon, la violence, je pense que tous les jours que Dieu fait, on voit d'où elle vient. Les gens qui déposent des lettres d'information préalables pour justement manifester pacifiquement, démocratiquement, comme le garantit la Constitution de notre pays, comme le garantit la loi et le règlement dans ce pays, ces citoyens-là sont victimes tous les jours que Dieu fait de grenades lacrymogènes, d'interdictions systématiques. Alors que eux, ils se permettent de faire des manifestations quand ils veulent, même de ne pas battre le tam-tam quand ils inaugurent des mosquées. La violence, c'est le fait que le pouvoir est en train d'acheter, on l'a vu au port, tous les jours que Dieu fait, il y a des révélations sur des quantités d'armes. On coopère avec des pays comme Israël, avec des pays comme la Turquie, justement, qui sont champions. Des armes destinées à des armes pour la défense je vous le demande. nationale. Quelle défense nationale? C'est pourquoi... Où est la menace extérieure qui pèse sur notre pays? On a quand C'est même des armes, c'est des armes qui sont destinées à réprimer la volonté du peuple. C'est des armes qui sont destinées justement à barricader le pouvoir là, parce que simplement il est en train de préparer un hold-up électoral, il le sait, et pour prévenir justement la résistance, parce que la résistance elle est légitime. Qu'est-ce qui vous fait dire... Attendez, la résistance elle est légitime. Oui. Quand le gouvernement viole la loi, quand le gouvernement viole les droits des citoyens, la résistance, je veux dire l'insurrection est un droit imprescriptible. Ça c'est même dit dans la constitution de la France de l'époque qui a inspiré nos propres constitutions. Question précise. Pourquoi vous dites que Macky Sall prépare un hold-up électoral? Mais vous voyez, le parrainage, c'est quoi? On l'a vu déjà, grande nature lors des législatives. On empêche les citoyens de voter. On empêche les jeunes de disposer de leur carte. C'est une forme de violence. Ils passent toute la journée à chercher leur bureau de vote. On les prive du droit de vote. C'est déjà un élément de ce hold-up. Aujourd'hui, on est en train de reconfigurer la carte électorale à l'insu des acteurs. On déplace des électeurs à l'insu de ces électeurs. On les enlève sur le fichier électoral, on remet un mauvais fichier au Conseil constitutionnel pour lui dire faites le contrôle sur la base de fichiers pour pouvoir invalider des candidatures. Donc vous voyez, un président qui se dit confiant, qui dit c'est lui qui choisit, c'est lui qui va organiser le combat de lutte.
Et qui est cet organisateur? C'est le ministre de l'Intérieur qui dit que sa seule préoccupation, c'est de faire gagner son candidat. C'est ce candidat aussi... Mais qu'ils le disent ou pas, vous savez très bien que c'est ça aussi sa préoccupation. Mais non, il n'est pas là pour ça. Non, justement, c'est ça le danger de l'État parti. Oui. Il doit faire la différence entre sa fonction de ministre et sa fonction de responsable politique de la paire. Donc le ministre de l'Intérieur, il est là pour garantir le droit aux citoyens d'avoir leur carte d'électeur et de voter le jour J pour qui ils veulent. Pas là pour inciter... Vous avez l'impression alors que le jeu est déjà biaisé? Mais je vous ai dit, il a choisi celui qui organise le combat, c'est son ministre de l'Intérieur. Il a choisi les candidats qu'il veut effectivement affronter par ce parrainage miné dont on vit aujourd'hui les résultats. Combien de candidats ont été éliminés sur des bases absolument obscures parce qu'on n'a pas voulu révéler les règles du jeu. On a caché le fichier. On a donné un mauvais fichier au Conseil constitutionnel pour lui dire faites le contrôle de cette base sans communiquer avec le reste de l'opposition. On a aussi choisi donc un arbitre qui est le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui on l'a vu depuis pas mal d'années et il est là pour satisfaire aux exigences et aux consignes du président de la République. Ça aussi, c'est un signe, malheureusement, du recul démocratique qu'il y a dans ce pays. C'est pourquoi je dis, un président qui a confiance en ses capacités, qui a confiance en son bilan, ne doit pas mener ce processus électoral comme le fait Macky Sall. Très bien. Choisir l'organisateur du combat, choisir les adversaires et choisir l'arbitre. Conséquence, le verdict est connu d'avance. Mais il ne sera pas connu d'avance simplement parce que justement, il nous appartient, nous, non seulement d'informer l'opinion, de sensibiliser et de mobiliser les citoyens pour qu'ils se dressent contre ce électoral. C'est cela notre tâche. Très bien, vous vous êtes rattrapé par rapport au temps. Alors, Pape Mao, on sait que depuis le début du processus électoral, il y a une sorte d'entente impossible entre le pouvoir et l'opposition. Beaucoup de critiques à votre endroit. Qu'est-ce que le pouvoir fait quand même pour rassurer l'opposition et la convaincre comme quoi il n'y aura pas de hold-up électoral? Bon, d'abord sur le processus électoral, il faut rappeler que les appels aux concertations ont été faits à plusieurs reprises par la majorité et l'opposition a refusé d'y prendre part. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un observateur neutre et on a mis en place donc... Est-ce que vous vous êtes posé la question comme quoi l'opposition ne veut pas prendre part aux discussions dans le cadre du processus électoral? Oui, mais dans le cadre du processus électoral, on a mis un profil indépendant, en l'occurrence l'excellence l'ambassadeur Seydou Nourouba. Malgré tout, une partie de ça quand même c'est après. Oui, mais au début, il n'y avait pas l'ambassadeur Seydou Nourouba. À leur demande, ça a été fait. Oui. Malgré tout, ils ont quand même refusé. Mais il faut se souvenir simplement d'une chose. Nous avons une opposition fondamentalement, dans ses racines depuis 2012, à la fois très réactionnaire, putschiste et revancharde. Dans le fond. Parce que dès 2014, ils ont commencé à dire que le fichier n'est pas fiable. On ne peut pas refaire la refonte du fichier et avoir au moins 4 millions d'inscrits. Et la menace pour les élections législatives, souvenez-vous, c'était de dire s'il n'y a pas 4 millions d'inscrits, il n'y aura pas d'élection. Malgré tout, on a eu 6 millions d'inscrits. Ensuite, c'est les cartes électeurs. Puis maintenant, c'est le Conseil constitutionnel et les 7 sages. Et maintenant, ce n'est plus les 7 sages, c'est les 3, 4, 5, 6, 7 fichiers électoraux qui existeraient ici et je ne sais où. La seule chose qui manque à cette opposition, c'est un renouvellement de discours. Il faut arrêter d'être dans cette culture d'opposition, de déconstruction permanente. Ne rien bâtir, ne rien pousser pour la nation. Juste la logique du pousser le motoc, ça suffit. Les Sénégalais ont besoin d'avoir un projet structurant en face du plan Sénégal émergent. Ceux qui sont allés rencontrer les populations sénégalaises ont eu les parrains suffisants. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont été recalés n'ont pas travaillé. C'est ce que vous voulez dire. Évidemment, ceux qui ont été recalés n'ont pas travaillé. La preuve, je ne pense pas que nous soyons particulièrement amis avec le leader de votre coalition. Du tout. Et il a eu ses parrains. Il a bien travaillé. Il a fait les efforts nécessaires. Donc il faut arrêter de divertir le peuple sénégalais. Est-ce que quelque part... Il faut arrêter de divertir le peuple et de parler des vraies questions. La vraie question, c'est le manque de sérieux et surtout les choses graves que porte son leader qui veut prétendre on reviendra sur sa sortie d'ailleurs. On reviendra sur ça. Il y a des choses, des choses très graves de conflit d'intérêts qu'il ne veut pas justement, on va commencer des choses sérieuses sur lesquelles il faut se prononcer.
courant de cette émission. Voilà là où on doit aller, Oui. mais absolument pas sur les questions de ministre de l'Intérieur et des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs sont distribuées à plus de 6 600 000. Et les gens, il faut qu'ils aillent récupérer leurs cartes dans les centres de vote. C'est ça qu'il faut faire. Un mauvais fichier, ça n'existe pas. Il faut arrêter de tromper les Sénégalais. Il y a un seul fichier unique où à chaque année, il y a une refonte du fichier dans le sens... Crédible à combien de pourcents? Mais à 98% selon un audit international, un audit neutre venu de l'Union européenne et que tout le monde a accepté. Donc il n'y a pas de problème avec ces fichiers et surtout il n'y a pas 2, ni 3, ni 4 fichiers. Oui. Il y a un seul fichier. Chaque année, on le renouvelle, on inscrit ceux qui ont atteint la majorité et ceux qui sont décédés, on les enlève. J'ai C'est aussi simple que envie ça. de vous poser la question suivante. S'il n'y a pas de problème avec le fichier électoral, Oui. pourquoi l'opposition parle de 2 ou 3 fichiers Parce électoraux? qu'ils n'ont pas de projet politique pour le pays. Et c'est grave. Ils n'ont pas de projet politique pour le pays. C'est pas simpliste comme réponse? Mais je vous défie de me donner quel est le projet politique standard qui regroupe l'opposition autour d'un projet pour la nation sénégalaise. Ça n'existe pas. En conséquence, ils vont nous parler d'armes. Michel Mbodj, cette nation sénégalaise ne nous appartient pas. Nos pères nous l'ont légué, nous devrons le léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Ils sont où les armes dont vous parlez? C'est très grave. On ne peut pas comme ça, Urbi et Orbi, autour d'un plateau, parce qu'on est à l'aise, dire qu'on a vu des armes venues d'Israël. Ce que je vous dis est clair. Ah non, constatable. c'est Je le grave. maintiens. C'est grave Je le venant maintiens. d'un profil comme vous, Je le maintiens. que nous respectons beaucoup, avec son expérience et son patriotisme. C'est un peu triste Peut-être la d'en chose arriver que vous à demandez. dire des choses du genre. C'est quand même triste. Mais ça, c'est connu de tous. Les armes, quand même, connu il de faut tous. nous dire où est-ce que vous les C'est avez connu de vues. tous. Il faut dire aux journalistes où est-ce que vous avez vu les armes pour qu'on aille les Vos voir. partenaires sont identifiés. C'est très grave. connu de Oui, tous. C'est très grave ce que vous dites. Je voudrais bien... La conquête du pouvoir oui. ne mérite pas qu'on aille jusque-là. Oui, très bien. Madja Mbodj, Oui. oui, vous allez sans doute revenir sur cette affaire, oui, pour nous éclairer un peu par rapport à cette histoire d'armes. Mais dites-nous, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas une crise de confiance entre pouvoir et opposition? Mais si, c'est justement parce qu'il y a crise de confiance que la concertation n'a pas pu s'établir. Quand ils ont dit qu'ils appelaient à la concertation, vous vous souvenez déjà, il y a, je parle, 3 ans, Macky Sall avait appelé au palais, tout le monde est venu, ils ont fait de beaux discours en disant « je lance le dialogue national ». On a même institué un jour disant que c'est le jour du dialogue national. Boycotté par une partie de l'opposition. Mais après, Oui. ça s'est englouti dans la mer de Ndayane. Boycotté par une partie de Oui, l'opposition. mais Après, l'essentiel de l'opposition était là-bas aussi. Oui. Et ce jour-là a été décrété par le président Macky Sall comme jour du dialogue national. Est-ce que vous en entendez parler depuis lors? C'est aller à la mer de Ndayane. C'est quoi l'objectif? Non, alors? justement, on a dit, nous, pour qu'il y ait concertation, il faut qu'il y ait justement ce minimum de confiance. Et le minimum de confiance, c'est quoi? On ait effectivement des personnes neutres. On n'a pas dit, nous devons imposer qui que ce soit. À la limite, on était jusqu'à aller à dire, mais proposer quelqu'un, l'opposition propose quelqu'un, la société civile propose quelqu'un, il y a un trio qui va faire consensus pour animer le dialogue. On n'impose à personne quoi que ce soit qu'il soit irréaliste. C'est pas possible. Deuxièmement, on a dit, il faut s'engager sur les termes de cette concertation. De quoi on discute? Il y a même des gens qui étaient allés à ce dialogue, mais ils ont quitté la salle parce qu'on a voulu leur imposer justement des points de vue et des points à l'ordre du jour qui n'avaient aucun sens. Oui, et Ils ont pourquoi quitté. vous estimez que le pouvoir n'a pas Troisièmement, voulu nous avons dit aller dans le sens il faudrait que souhaité? les conclusions issues de ce dialogue mais soient effectivement Oui. appliquées, comme l'avait fait Abdou Diouf en 1992. Donc c'est pourquoi, franchement, quand ils disent qu'ils font du dialogue, c'est du trompe-l'œil. C'est du trompe-l'œil. Il faudrait créer un minimum de confiance pour que les acteurs se mettent autour de table. Et toute la société civile appelle à cela. Toutes les personnalités dignes de foi. Le médiateur de la République. On ne le soupçonnera pas d'être comme un adversaire du pouvoir, je crois. Le professeur Kader Boy, qui a dit que c'est justement le parrainage a été la rupture du consensus établi depuis 1992. On ne le soupçonnera pas quand même d'être un adversaire du pouvoir. Donc c'est l'opinion entière, c'est le peuple tout entier qui se dit ce pouvoir-là n'est pas sérieux, ce pouvoir-là ne croit pas au dialogue, ce pouvoir croit à la force. Comme Macky Sall l'avait fait quand il n'avait pas de carte d'identité, qu'il allait voter par force dans un bureau de vote contre les règles, contre la loi, contre le règlement intérieur. Aujourd'hui, c'est le même comportement. J'ai la force de l'armée, j'ai la force de la police, j'ai la force de la gendarmerie, j'impose mes points de vue. Que le vouliez ou non, il a dit,
C'est ça la parole d'un président de la République. Non, on a dit maintenant, il faut créer, encore une fois, les conditions de confiance. Et pour que ces conditions de confiance s'instaurent, essayons de trouver C'est encore possible maintenant. C'est encore possible s'ils le veulent. Mais s'ils ne le veulent pas, évidemment, parce qu'ils disent la responsabilité principale leur incombe. S'ils veulent créer des conditions de dialogue, mais ce n'est pas compliqué, on l'a fait dans ce pays, à plusieurs reprises. Mon Dieu, il y a au Sénégal des personnalités dignes de confiance, qui sont là, qui n'appartiennent à aucun camp, qui peuvent faire consensus, qui peuvent donner la confiance à tout le monde. Discutons-en, faisons des propositions et faisons en sorte que ces personnes-là vraiment aident le pays à dépasser cette situation de conflit artificiel. Oui, justement, il parle de conflit artificiel. Comment faire pour qu'il n'y ait pas justement conflit artificiel, justement, parce que c'est ça le mot. Il a tout à fait raison, c'est un conflit artificiel, c'est un conflit d'élite, c'est un conflit de citadins, c'est pas un conflit du peuple réel. Le peuple réel est dans le Nioro hier. Il était aux côtés du chef de l'État. Le peuple réel inaugure ses routes et ses infrastructures pour son développement économique. Vous aimez bien la question de l'inauguration. Ah mais oui, mais bien sûr, mais je vais terminer. Non, ce que je veux dire, oubliez l'aspect infrastructure puisque nous avons une grosse difficulté à parler du bilan de Macky Sall et on le comprend. C'est massif et c'est impressionnant. Mais c'est moins ça que l'aspect populaire. Les populations sont au contact du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans un pays en crise. Il n'y a aucune crise dans le pays. La crise, elle est une crise de représentation. Ça veut dire ceux qui sont censés représenter le peuple ne le représentent-ils tous comme il se faudrait. Comment ça se fait que quelqu'un qui est candidat au présidentiel depuis 1994 ne puisse pas réunir 53 000 parrains dans le pays? Comment se fait-il que tous ceux qui sont recalés, parmi eux, des gens qui sont dans l'espace public depuis plus de 20 ans, vous étiez au lycée et moi aussi, ne peuvent pas réunir 53 000 parrains et prétendre parler au nom du peuple sénégalais? C'est un problème. Voilà le vrai problème qu'il faut poser. La culture du dialogue, elle est réelle. Toutes les grandes politiques publiques qui ont été conduites dans ce régime avec un processus fondé sur le dialogue, sur l'enseignement supérieur, sur la réforme de l'enseignement supérieur, sur l'éducation, mais également sur la réforme de l'administration. C'est une culture politique, mais en face d'une opposition tristement irresponsable et qui n'arrive pas à se régénérer et changer de culture politique en face d'un pouvoir dans une démocratie d'alternance installée, c'est un problème parce que nous avons une opposition qui est encore dans le comportement des années 80, comme si c'était un parti unique. Comme si on apprenait aux Sénégalais qu'on ne peut pas voler des élections dans ce pays. Comme si on leur apprenait que la liberté de manifestation est une vérité permanente et séculaire dans le Sénégal. Tiens, il y a une contradiction terrible. Il dit qu'on empêche les manifestations publiques. Alors qu'on sait tous que leur majorité et leur candidat a organisé un défilé de mode la semaine dernière à la place de l'Obélisque. Pourquoi qualifier ça de défilé de mode? Un défilé de mode. Il y avait quand même beaucoup de monde. Parce qu'il n'y avait pas de programme. Oui. Il y avait de la démonstration. On va quand même admettre le fait qui s'est mobilisé, qui leur fait peur. On peur. a parlé du Sénégal. Oui. On a parlé de textile et c'était bien. Et c'était à la place de l'Obélisque et ils avaient la liberté de le faire. Oui. Donc il n'y a pas de problème de liberté d'expression dans ce pays. Il n'y a pas de problème de processus électoral. Il y a un problème de renouvellement politique. Ça veut dire en termes de discours, en termes de démarche. Il ne s'agit pas de mettre en danger un régime comme dans les années 80. Il s'agit de créer une dynamique constructive entre des gens qui n'ont pas la même vision de ce que doit être le développement du Sénégal d'ici 20 ans. Oui. Mais il est triste de constater aujourd'hui qu'en face, nous n'avons aucune proposition équivalente. En une minute, je voudrais vous entendre vous prononcer sur la loi sur le parrainage. J'en venais. Ils ont été nombreux, nous l'avons constaté 139 à être recalés. 139. Est-ce que ce n'est pas lié au caractère imparfait de cette loi sur le parrainage? En une minute. Il n'y a pas de loi parfaite, ça n'existe pas, évidemment. Y compris. Pouvais même dire peut-être lacunaire, si vous voulez. Y compris la loi sur le parrainage a beaucoup d'imperfections. Elle est à parfaire, ça c'est évident. Mais de 139 candidats, on en arrive à 27 et sur les 27 aujourd'hui, on en arrive à 5. Admettez que c'est d'abord, ça a rencontré l'assentiment de nos compatriotes qui se sont impliqués dans le processus. Oui. Et il y a eu des surprises pures. On ne les attendait pas. Ils ont eu le nombre de parrains. Eh bien, ceux qui n'en ont pas eu... C'est pas ce qu'ils disent. Ceux qui n'en ont pas eu... C'est pas ce que dit le Ceux qui n'en ont pas eu...
eh bien, il faut qu'ils se rangent derrière ceux qui ont la légitimité populaire et surtout qu'ils ne tentent pas de mettre en danger la démocratie sénégalaise. La République sera cette défense. Il ne vous appartient pas d'écouter vos acteurs politiques, le comportement qu'ils vont choisir. Parce que ce parrainage, justement, c'est un parrainage miné dès le départ. C'est un parrainage piégé, justement. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez vu, le mode de contrôle des parrainages. Quand il dit que vous n'avez pas été capable de déposer, mais tout le monde sait que ce n'est pas un problème de nombre de parrains, justement, qui s'est posé. C'est un problème à la fois de fichier et de mode de contrôle. Parce que vous avez remis au Conseil constitutionnel un fichier que nous ignorons. Ce fichier-là, on place Madiaye Mbodj, région de Louga. On le déplace à l'insu de Madiaye Mbodj, on le met région de Dakar. Pourtant, moi, la carte d'électeur, la carte CEDEAO qu'il m'a remise, c'est bien Madiaye Mbodj, région de Louga, qui figure là-dessus. Je le mets sur ce parrainage. On vient au Conseil constitutionnel, on vous dit, cet électeur-là n'existe pas. Ou bien, il n'existe pas dans la région de Louga, donc c'est nul. Ça veut dire, c'est une preuve. Et on en a donné des cas multiples de ce genre-là. Des électeurs qui ont été arbitrairement déplacés à leur insu. Des électeurs qui ont été arbitrairement au buffet du fichier à leur insu. Et c'est cette base-là qu'on a effectivement invalidé beaucoup de listes de parrainage. C'est cette base-là. Donc ce n'est pas un problème de manque de représentativité. Nous avons pu travailler effectivement. Non, les autres ont travaillé. Mais tout le monde n'a pas les mêmes méthodes de travail. C'est pas parce que Ousmane Sonko et sa coalition se sont débrouillés, se sont organisés pour avoir les parrains qu'il leur faut, qu'on doit dire non, les autres, c'est parce que c'est des nullards qui n'ont pas pu... Justement, c'est simplement le système qui est absolument vicieux. D'accord, le système est vicieux, comme vous dites, c'est votre avis. Voilà. Empêcher la tenue de l'élection présidentielle, on a entendu des responsables de l'opposition le dire. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas empêcher le citoyen d'accomplir son devoir civique? Non, je pense que le projet de l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, ce qui réunit l'opposition, toute l'opposition, c'est l'exigence d'élections libres, démocratiques. Quand même, on a entendu des leaders l'exigence. Que des leaders le disent ou pas, parce que on va empêcher Macky Sall de battre campagne, parce qu'on les a empêchés la tenue de l'élection présidentielle. Parce qu'on les a empêchés d'être candidats sur des bases arbitraires. Donc ce discours-là, c'est simplement... effectivement un discours radical. C'est un discours qui répond justement à une injustice flagrante qui a été portée contre ces candidats-là. Mais je dis encore une fois, ce qui réunit l'opposition toute entière, c'est l'exigence d'élections libres, démocratiques, sincères, pacifiques pour ce pays. Ce pays a besoin de pays. Nous avons des projets pour ce pays. Et nous voulons créer les conditions pour que les Sénégalais, justement, par le projet. Ousmane Sonko, il a été le premier à déclamer sa vision dans un livre. M. Macky Sall a essayé après de singer ce qui a été fait. Ah oui, il a singé Ousmane Sonko, Macky Sall. Tout à fait, en publiant deux ouvrages, en promettant encore un autre. Mais ça, ce n'est pas une vision, on le sait. Ce n'est pas une vision, c'est des justifications a posteriori. On en est plus à la vision. Ensuite, nous avons dit, mais ça c'est déjà quelque chose. La vision, c'est important, parce que sans vision, on n'a rien. Vous avez un PSE, justement, qui n'a pas de vision. Parce que ce PSE-là, c'est une vision qui renforce la dépendance du pays. La dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des multinationales impérialistes. C'est ça votre vision. Nous avons une vision qui dit, nous faut un plan Sénégal indépendant. C'est ça, c'est ça. Pas un plan Sénégal émergent, mais un plan Sénégal indépendant. Absolument. C'est cela la vision. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on ne dépende plus de l'Occident? Justement, la souveraineté réelle que nous voulons assumer pour exercer la plénitude de ce que c'est dit dans notre constitution. Les richesses naturelles appartiennent au peuple. Mais il faut être un peuple souverain pour exercer la plénitude de cette souveraineté sur nos richesses naturelles et faire en sorte qu'elles servent notre développement, qu'elles ne servent pas la France, qu'on ne vienne pas nous pomper notre pétrole, notre gaz, etc. Pour pouvoir... Très bien. Aujourd'hui, on ne parle de croissance. Mais la croissance au Sénégal, à quoi elle sert? Elle sert à payer la dette. En 2012, on avait un taux d'endettement, je crois, qui se situe autour de 41% du PIB. En 2016, déjà, il était à 62%. Et certainement, en 2016, et maintenant, il s'est encore accru. La croissance sert à quoi? À
à dépanner des sociétés en panne en France, comme Alstom et autres, qui sont dans des difficultés. Oui, très bien. La croissance, ça sert à quoi? Ça ne sert même pas à réduire la pauvreté dans ce pays. Et c'est cette croissance-là qu'on nous vante. 7% ou plus. À quoi ça sert? On ne la voit pas, on ne la vit pas. Oui. Donc le projet que nous portons encore une fois, et nous le démontrerons pendant cette campagne électorale. Oui, on ne va pas faire de la propagande. Ah oui, vous allez vous en arrêter là. Oui. Pape Mao, justement, sur toute cette tension, pour terminer vraiment sur cette question précise, avant d'en venir aux autres aspects du débat. Alors, la société civile a dit qu'elle va entamer des discussions avec les deux partis, l'opposition comme le pouvoir. Alors, comment vous voyez cette démarche de la société civile? Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que la discussion, en tout cas chez nous, a toujours été une règle du jeu. Je vous ai dit, c'est un mode de gouvernance, le dialogue chez nous. En face, il n'y a pas de proposition, y compris, il n'y a pas de projet clair. On a beau dire des slogans ici et là, mais on n'a pas de projet structurant qui répondent aux vraies préoccupations des Sénégalais. Oui. On n'a pas de projet en face du PRACAS qui a multiplié par 3 toutes les productions agricoles du pays, dans tous les secteurs. On n'a pas de projet d'infrastructure pour le pays qui répondent au maillage effectif et la renaissance du train que nous avons organisé dans ce pays, n'en déplaise ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'alternative. Le taux de croissance, vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais nous avons diversifié les sources de croissance. Les secteurs porteurs de la croissance nationale, c'était les services, et les services étaient effectivement extravertis. Et c'est ça qui est dans le diagnostic du plan Sénégal émergent. Et voilà pourquoi votre leader, il singe le plan Sénégal émergent et non l'inverse. Parce que lorsqu'on dit que la croissance elle est extravertie, je vous le dis, c'est dans le document que je vous donne. Dans le plan Sénégal émergent, la partie diagnostic, c'est ce qu'elle dit. Et tout ce qui est mis en œuvre par la suite, c'est pour redresser cette barre. Et les Sénégalais le constatent au quotidien et dans tous les secteurs de la vie publique. Ce qu'on attend, nous, c'est que vous nous dites, voilà, le projet d'infrastructure, tel que vous le faites, c'est pas bien. Le pont de la Sénégambie, tel que vous l'avez mis en place, c'est pas bon. Que vous nous dites, le fait que Air Sénégal ait 3 Airbus A330 Neo et que ça révolutionne le secteur du transport aérien, vous nous dites, c'est pas bien, voilà ce que nous, on aurait fait. Vous dites rien sur ça. Vous racontez des fables aux Sénégalais, vous voulez leur faire croire que des élections peuvent être volées dans ce pays, alors que tout le monde sait que dans un bureau de vote au Sénégal, il y a des journalistes, il y a des observateurs nationaux et internationaux, les mandataires de tous les partis, et que depuis 2000, M. Mbodj, grâce aux doyens que vous êtes et d'autres qui ont combattu pour qu'on ait cette liberté-là, les journalistes donnent les résultats à 19h, et depuis 2000, les mêmes résultats que donnent les journalistes sont quasiment les mêmes. C'est au nom de ce combat-là que nous ne voulons pas reculer. C'est au nom de ce combat que nous avons mené que nous ne voulons pas reculer. Et je termine, puisque j'ai eu Allez-y, vous allez terminer. C'est les mêmes résultats que donne le Conseil constitutionnel. Et si vous voulez véritablement préserver ce legs que vous nous avez donné, vous devez avoir le courage de voir que ce pays est en train de changer dans ses profondeurs et de mener le vrai combat et ne pas être dans le camp des conservateurs qui sont dans des conflits d'intérêts, des malversations financières à n'en plus finir pour plus de 12 milliards et qui est aujourd'hui votre leader que vous défendez. Ça, c'est inacceptable pour le legs que vous représentez. Oui, justement, Madjay Mbodj, les déclarations. Attendez. Vous aurez la parole. Qu'il soit courageux pour nous dire, monsieur Tel a fait une... Monsieur Sonko est pris la main dans le sac parce que un journaliste d'investigation a porté des accusations claires avec des enregistrements qui sont publics, qui portent sur une commission de 12% de 94 milliards, soit 11 milliards 280 millions qu'il reconnaît lui-même avoir mis parce qu'il dirait que ce serait légal et non pas immoral. C'est à la fois immoral et inacceptable pour l'homme qui... Vous n'avez même pas honte. Justement, Madjay Mbodj, vous aurez la parole. Permettez-moi quand même de placer... Il doit clarifier. Laissez-moi dire. Ousmane Sonko doit clarifier les Sénégalais. Mais vous avez 5 minutes pour clarifier tout ça. Alors, les déclarations d'Ousmane Sonko par rapport aux 94 milliards, puis 46 milliards, j'aimerais justement vous entendre là-dessus et apporter des clarifications par rapport à ce qu'a dit Pape Mao Diouf. Pape Mao Diouf n'a rien dit parce que l'enregistrement dont il parle, les 12 milliards de commission, ils l'ont payé à 59 millions. Il n'y a rien dedans. Vous pouvez l'écouter, ça dure 2 heures, plus de 2 heures. Rien du tout. Je vous parle pas. C'est après quand ils ont parlé de ça, ils ont pris la peine de prendre cet enregistrement, de faire des montages pour faire Monsieur Mbodj, vous êtes plus grand. Des montages ont été faits. Ça, c'est déjà quelque chose. Deuxièmement,
je pense que si vous voulez vraiment la lumière sur ce dossier, nous, ce dossier, on n'a pratiquement rien à dire. Vous savez, ce dossier, il est né en 1978. M. Sonko avait 4 ans. En 1978, M. Sonko avait 4 ans. En 2008, quand ce dossier a été tranché par le tribunal au profit de la famille qui en est le propriétaire réel, M. Sonko n'avait rien à faire avec ce dossier. A-t-il demandé 12% de commission à cette famille, oui ou non? M. Sonko n'a jamais demandé 12% à qui que ce soit. Ni à cette famille, ni à une autre personne. Il a été cité, il doit des explications. M. Sonko a été très clair. Oui. C'est M. Sonko qui a sorti ce dossier de l'ombre. Vous pouvez penser un seul instant. Il a même dit qu'il a écrit au procureur. Écoutez, je vous le dis. Oui. Vous pouvez penser quelqu'un qui est mouillé, trempé dans une sale affaire, prendrait le risque d'écrire au procureur pour lui dire, monsieur le procureur, saisissez-vous de cette affaire. Oui. Deuxièmement, il explique monsieur, pourquoi il le fait. est allé à l'IGE, à la présidence publique, il a saisi l'IGE, il a saisi l'OFNAC. Saisissez-vous de ce dossier pour que les Sénégalais soient. Moi, je vais vous dire. Alors, d'où viennent ces accusations contre lui? Alors, oui, vous aurez l'occasion de le dire. Permettez-lui quand même d'expliquer. Nous n'avons plus rien à dire sur ce dossier. Franchement, si les Sénégalais qui ont besoin de savoir veulent savoir, toutes les conditions sont réunies parce qu'il y a un procureur, il y a l'OFNAC, il y a l'IGE qui ont été saisis par M. Sonko depuis mai 2018. Vous direz au procureur de faire son travail, c'est ça? Ça fait 8 mois aujourd'hui. Oui, vous demanderez au procureur de faire son travail. Et après, personne ne bouge pour la lumière soit faite sur ce dossier. Après, maintenant, on va inventer des histoires de toutes pièces, justement pour tromper les Sénégalais, un peu à la propagande, à la Goebbels. Est-ce que vous pensez que la lumière, qui disait mentez, il en restera toujours quelque chose. C'est ça aujourd'hui. On a ameuté des gens pour dire des mensonges, alors que la vérité, elle est facile à établir. Vous pensez qu'on connaîtra la vérité dans cette affaire? Pour le vous moment, le pensez? Je ne le pense pas parce qu'ils ne veulent pas que la lumière soit faite. Ça ne vous grandit pas. Ils ne veulent pas que la lumière soit faite. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. C'est pourquoi ils ont mis, comme le dit le président lui-même, j'ai mis le coude sur les dossiers. Admettez que sur ce dossier vous aussi, êtes trompé il a mis sur le l'homme. coude. Il a mis le coude. Mais si cet homme se trompe, vous mais êtes pourquoi trompé. vous ne demandez pas à votre Vous procureur, êtes trompé vous ne sur demandez pas à votre IGE, Admettez vous ne que vous demandez êtes pas à trompé l'OFNAC sur l'homme. de se saisir de ce dossier et d'éclairer la lanterne il des est citoyens? clair qu'il a dit. Ça c'est clair. Oui, Pape Mao, est-ce que ce n'était pas plus facile que le procureur qui a été saisi Écoutez, il faut bien qu'on mette les choses à leur place. traite ce dossier? Parce que Alors, c'est quand même important. Nous, en tout cas, de notre point de vue, pour mettre les choses... Est-ce qu'il y a des choses à cacher? D'abord, c'est un journaliste qui lui pose la question. Il dit qu'il ne connaît pas cette société Mercalex et ne connaît pas de AB Partner. Dans cet enregistrement, il dit l'inverse. C'est très grave. La deuxième chose, c'est qu'il dit que lui, il a une société qui est impliquée ni de près ni de loin à cette affaire. Dans cet enregistrement, on entend l'inverse. Il faut que M. Sonko, au nom de la démocratie du Sénégal, vous savez, mine de rien, doyen, le fait qu'un inspecteur des impôts sorte de l'État dans des contextes de conflit, devienne candidat, mais ça ne peut pas arriver dans les pays autour. Ça n'arrive que chez nous. Mais c'est proprement choquant que jamais dans l'histoire du Sénégal, on ait vu un député de l'Assemblée nationale porter un combat au nom du peuple alors que c'était une démarche commerciale. C'est proprement choquant. Se battre pour 94 milliards, pour dire que c'est au nom et pour lutter contre la corruption, alors même qu'on se bat pour 12% de commission, soit 11 milliards 280 millions pour sa propre poche, avec des sociétés écrans qui sont toutes gérées par des membres de votre propre parti, PASTEF. Ça veut dire une chose. Cette chose est tellement grave que jamais, parmi tous les caciques que vous faites, du PDS, de l'Alliance pour la République, du PS, on n'a jamais vu un pareil scandale de la part d'un jeune en qui, pour beaucoup d'entre nous, on avait espoir. C'est choquant et c'est décevant. Oui, vous ne réussirez jamais à inverser. Non. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce Qu'est-ce que que je pense éclairer quand même la lanterne des Sénégalais? Parce que c'est important. Il a un devoir. Oui. Un devoir démocratique de parler aux Sénégalais. Oui, il a quand même écrit au procureur. Mais c'est le procureur qui peut éclairer les Sénégalais. On ne joue pas. C'est vous qui jouez. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit publiquement. Il l'a dit publiquement. Oui, ça existe. Personnellement, je ne souhaite absolument pas. Et pour des intérêts purement politiques, je l'avoue, je ne souhaite pas qu'il soit convoqué chez le procureur. Pourquoi? Non, parce que vous demandez la lumière sur une affaire de 94 milliards. Il y a une tradition, je vous écoute, écoutez-moi. Il y a une tradition lâche de victimisation primaire, de commettre des bévues et de se présenter comme victime devant la justice. Il y a plus simple.
Ce qu'on demande, c'est que quelqu'un qui est allé nous dire publiquement qu'il n'est lié ni de près ni de loin à ces sociétés, qu'il vienne dire le contraire. Et au nom de l'intérêt politique et du bien politique, vous ne voulez pas qu'il soit entendu par le procureur. En tout cas, moi, de mon point de vue... Parce qu'il y a un intérêt politique qui vous dérange. C'est un calcul politique. Oui. C'est un calcul politique. Aujourd'hui... la chose la plus simple aujourd'hui pour cette opposition qui n'a pas de projet politique, c'est de se mettre toujours dans une posture de victime. Madiaye Mbodj, il faut éclairer absolument cette affaire. Non, non, je crois que malheureusement, vous avez vu vous-même, vous avez vu, M. Diop, vous avez vu vous-même. C'est eux qui ne veulent pas que la lumière soit faite sur cette affaire. Franchement. Pourquoi M. ils ne parlent Sonko pas? ou un autre, nous, c'est pas M. Sonko qui nous intéresse, c'est pas sa personne qui nous intéresse. C'est le projet politique que nous partageons justement. Nous, on ne se bat pour un projet politique, on ne se bat pas pour un homme. Nous, le projet que nous portons, franchement, il est assis sur des valeurs. C'est pas du wahwahet. Mais quel est le projet? C'est pas du wahwahet. Mais quel est le projet, il est en train justement de pouvoir prendre forme pour que si la vous n'en avez pas, monsieur. Mais nous avons un projet clair. Nous avons un projet clair. Mais écoutez-moi, je vous dis, le projet qui a dit qu'il va saboter les élections. Nous avons dit, il faut aller aux élections, imposer la volonté populaire et la faire respecter. C'est cela notre projet. Très bien. Aller aux élections, imposer la volonté populaire et faire respecter cette volonté populaire. Très bien. Et toute l'opinion et toute l'opposition est d'accord sur cela pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, transparentes. Et nous savons que si tel est le cas, M. Macky Sall ne sera même pas... Très bien. Vous suivez Espace Politique sur e-Radio qui reçoit aujourd'hui Madiaye Mbodj de Yono Askan Wi, membre de la coalition Sonko Président, et Pape Mao Diouf, c'est le coordinateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Alors, les inaugurations de Macky Sall, nous allons en parler. Ce matin, c'était la route Keur Martin Waxal Jam. Cet après-midi, l'autoroute Mbourou-Thiès. Il y a aussi le lancement des travaux de dragage du port de Kaolack, entre autres, le TER et puis l'autoroute Ila Touba. Que pensez-vous de ces inaugurations du président Macky Sall? D'abord, il y a un problème de priorité. Le TER, ce n'est pas une priorité pour ce pays. Je pense que si on veut vraiment des infrastructures qui soutiennent le développement du pays, qui soutiennent l'intégration économique et l'unité de l'Afrique, ce n'est pas le TER qui devait être notre priorité. Nous avons des rails qui datent de la colonisation, que nous avons liquidés depuis des décennies. La priorité, c'était justement de remettre sur place, de remettre sur pied ces rails. Et les cheminots qui sont là, ils ont l'expertise, ils ont plusieurs fois montré qu'ils étaient disposés, qu'ils étaient des patriotes prêts à relever le défi pour que justement le rail marche de nouveau. De Dakar à Saint-Louis, jusqu'à Touba ou à Guinguinéo, tout ça, et jusqu'à Tambacounda, on peut faire des rails qui soutiennent le développement et désenclavent réellement le pays. Mais un TER qui coûte ils ont dit 600 milliards oui. Finalement. Le ministre des Finances, il était allé jusqu'à reconnaître que ça fait 800 milliards, il l'a dit devant l'Assemblée nationale. Nous, on a dit que ça fait 1200 milliards et on peut le prouver. Parce que simplement, cette infrastructure-là, encore une fois, ne répond pas aux priorités des Sénégalais. Donc ça, c'est déjà un problème. Plutôt que de mettre l'argent dans des projets pharaoniques, parce que simplement il y a des dessous de table, il y a des commissions sur les grands travaux, c'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le développement. Il n'y a pas que le TER, il y a les autres infrastructures. Il y a les autres infrastructures. Oui, parlez dans votre micro. Je voulais parler d'abord des priorités. Oui. Des priorités. Deuxièmement, les inaugurations. Ce n'est même pas des inaugurations. Aujourd'hui, ils sont même en train de défigurer la langue française. C'est quoi? En parlant de réception à la place. Mais inauguration, tu inaugures, après tu dis je ferme pour 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois pour que ça marche. C'est ce qu'on nous a dit au TER, rendez-vous dans 6 mois. Le pont qu'on a inauguré hier, on dit rendez-vous aussi dans 6 mois. Ça veut dire simplement qu'on est en train de faire du forcing pour donner l'impression aux Sénégalais que ce régime-là est en train de travailler pour résoudre les problèmes. Moi, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le forcing d'Abdou Diouf en 2000. Au deuxième tour, il s'est réveillé, il a essayé d'aller à droite, à gauche, partout pour essayer de soulever des réalisations et les vanter devant les Sénégalais. Le résultat est quoi? On lui a dit non, monsieur le président, nous ne voulons plus de vous. Macky Sall, il s'est octroyé 2 ans de plus par rapport à ce qu'il nous avait promis. Il a fait son wahwahet, il a fait 2 ans de plus et maintenant, à la veille justement de rendre le tablier, simplement, il se permet, soi-disant, de faire des inaugurations, mais tout le monde sait que c'est de la campagne déguisée. À la radio, à la télé, vous entendez quoi? On va aider le président à gagner dès le premier tour. C'est ça les inaugurations. C'est de la campagne
électorale avant la lettre. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais moi d'artifice qu'on a créé justement pour susciter le conflit. On suscite le conflit par des moyens illicites, illégaux. Et qui rendent plus seulement l'égalité entre les candidats. C'est cela que nous ne pouvons pas accepter. Sauf que la frontière est très tenue entre le candidat Macky Sall et le président Macky Sall. Mais justement, c'est pourquoi il avait pris dans les conclusions des assises nationales qu'il avait signées, lui demander justement de faire la différence en démissionnant de son poste de chef de parti dès qu'il est président de la République. Mais cela ne l'empêcherait pas d'être candidat, non? Non, ça ne l'empêche pas d'être candidat. Mais au moins, on fait la différence entre le parti et le candidat. C'est parce qu'aujourd'hui, ici, on vous dit, vous attaquez Macky Sall, on vous dit oui, vous attaquez le président de la République. Alors qu'on attaque le chef de parti qui est. Pourquoi, mon Dieu, faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait une confusion absolument inimaginable entre l'État et le parti? Quand on veut une responsabilité dans ce pays, on vous oblige à prendre la carte à pair. Toutes les directions nationales, tous les directeurs nationaux, généraux, aujourd'hui, il faut être à pair pour pouvoir prendre ces responsabilités. Merci. Si vous ne l'êtes pas, on vous force à le devenir. Très bien. Pape Mao, oui, même temps de parole. Hein. Alors, Macky Sall inaugure et ferme. C'est ce qu'on vous reproche. L'autoroute, il a tout bas. Ensuite, d'autres infrastructures. Mais je constate en tout cas que Doyen Mbodj, lorsque vous l'interpellez sur les infrastructures, il finit par parler des fonctionnaires et de leur profil politique. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les infrastructures. Les Sénégalais le constatent d'eux-mêmes. Sur la terre, sur les mers et les airs. C'est-à-dire jamais notre pays n'a été doté d'autant d'infrastructures en même temps. Ça, c'est une vérité tangible et c'est au bénéfice de notre nation. Je pense que le patriotisme et l'opposition politique peuvent aller de pair. On peut critiquer la forme, on peut critiquer les trucs, mais les faits sont là, indéniables. Moi, et peut-être vous non plus, notre génération, nous n'avons pas connu le train comme moyen de transport de masse. Mais on a vu les rails qui existaient entre Kaolack, Koungheul, Thiès, etc. Avoir un projet sur deux pieds, le TR, mais aussi le Dakar-Bamako ferroviaire, pour faire revenir le train express, le train à travers notre pays, c'est positif. Et que ça vienne en même temps avec une inversion des dynamiques de production, multipliée par 3 la production arachidière, multipliée par 2 la production risicole interne, qu'on commence à bouffer, à manger en tout cas, le riz produit dans notre pays, dans nos assiettes. Inverser le rythme d'importation de riz dans le pays, au même moment doter le pays d'une compagnie aérienne digne de ce nom. Pour la première fois depuis Air Afrique, nous allons avoir plus de 6 avions pour une compagnie qui va pouvoir faire le maillage intérieur vers l'Afrique, mais aussi les grandes lignes, et surtout dans les mers. Nous avons 3 bateaux qui font Dakar, Ziguinchor, avec un prix qui est plafonné à 5 000 francs pour, en tout cas, les étudiants et les gens les plus fragiles de ce point de vue. Donc, je pense que les Sénégalais eux-mêmes peuvent constater l'inversion des priorités. On faisait des prêts avant pour organiser des festivals. Le festival de Fesman. Aujourd'hui, on fait des prêts pour investir pour les générations de demain. Les gens de la culture vont fâcher. Oui, non, mais bien sûr. Où le social, parce que la culture est importante. Non, mais où le social pourrait. Mais regardez bien, lorsqu'on investit au CICAD, c'est ça la pensée systémique d'un investissement. Le CICAD, c'est aussi culturel. Le parc d'exposition, c'est aussi culturel. Mais c'est des choses, c'est des investissements qui vont pouvoir produire, générer, parce que pour l'industrie culturelle, justement, générer les revenus qui vont faire ces remboursements. Oui. Et surtout du point de vue de la bonne gouvernance. Parce qu'on se tienne bien. Ils pensent que sur les terrains de bonne gouvernance où ils n'ont plus aucune leçon à donner de ce point de vue, depuis qu'ils ont tenté de détenir 12% de 94 milliards dans un service public, nous avons des choses concrètes que nous avons faites. L'audit du fichier public des fonctionnaires a permis dès 2012 d'identifier 29 000 bénéficiaires. C'est la récupération de ces 29 000 positions qu'on donnait en salaire depuis 2012 a permis aussi de financer tout le programme social en diminuant le train de vie de l'État sur les factures téléphoniques. C'est des dizaines de milliards que nous avons économisés et qui ont permis justement de financer les bourses de sécurité familiale. Ça, c'est le Sénégal. La couverture maladie universelle, c'est le Sénégal. Le plan d'urgence de développement communautaire.
les pistes rurales, 4000 km de pistes rurales au total à travers le pays, doter des infrastructures de transformation agricole les agriculteurs à l'intérieur du pays. Ça a permis de changer la face économique de notre pays et infrastructurelle. Et personne ne peut en douter. Je pense qu'il faut trouver des moyens de le consolider. Cette série d'inaugurations, le contexte préélectoral. Oui, mais je pense qu'il est quand même évident que, je vais même aller plus loin, les bourses de sécurité familiale, ceux qui en bénéficient comprennent bien que la majorité politique, Benno Bokk Yakaar et la majorité présidentielle, œuvrent pour le Sénégal. Ceux qui vont bénéficier de ces ponts, du pont de la Gambie. Vous savez, moi j'ai grandi en Casamance. J'ai dormi combien de fois dans le bac à la veille de Tabaski pour venir à Fatick passer la Tabaski avec mes parents. C'était difficile. Combien de mes camarades qui étaient à la faculté, ici étudiants, devaient passer la veille pour partir faire passer la Tabaski à Kolda et devaient dormir au bac et louper la Tabaski de cette manière. Ceux-là, il est évident qu'ils ont compris le symbole de ce pont de la Sénégambie dans l'inconscient collectif sénégalais et surtout des peuples du sud du Sénégal. Et bien sûr, nous espérons qu'ils voteront massivement pour la majorité présidentielle. Il ne faut pas faire de la campagne. Bien sûr, ils le font tout le temps partout. C'est pour dire. Le Sénat va taper sur les doigts. Ils le font tout le temps partout. Oui, c'est leur. Quand même. Alors, Madiaye Mbodj, pour la dernière question que nous allons aborder. 2018, année sociale, on l'avait décrété. 2019, année de réforme, comme le dit le ministre de l'économie et des finances. La trajectoire que suit le Sénégal. Quel est votre commentaire là-dessus, votre point de vue? Quelles sont les réformes qu'il porte? Année sociale. D'abord, faisons le bilan de l'année sociale. On nous parle de bourse familiale, de bourse de sécurité familiale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on augmente la pauvreté. Ils ont augmenté la pauvreté avec les bourses de sécurité familiale, justement. Parce que alors que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas de faire de l'assistanat. Nous, on dit bien, c'est pas de me donner un poisson qui règle mon problème. C'est m'apprendre à pêcher qui règle mon problème. Donc le problème, c'est comment autonomiser les personnes. Et pour autonomiser, il faut créer de l'emploi. Et ils n'arrivent pas à créer de l'emploi. Ils nous avaient promis 500 000 emplois. Or, même s'ils arrivaient à créer par miracle 500 000 emplois. Nous avons créé 600 000. Non, vous avez dit 400 000. Nous avons créé 600 000 emplois. Vous savez ce que vous avez dit en tout cas. Oui, hors emploi agricole, etc. Mais le total, ça fait... Attendez, même si vous avez créé 600 000 emplois, c'est rien du tout. En 7 ans. Par rapport aux attentes. En 7 ans. Oui. Parce qu'il y a 300 000 demandeurs d'emploi par an sur le terrain. 300 000 emplois. Ah oui? Voilà, tout à fait. Et ça, c'est des chiffres officiels, établis par l'ANSD. Des diplômés chômeurs. Aujourd'hui, il y en a des milliers et des milliers avec des masters 2, masters ceci, masters cela, dans tous les domaines. Donc, le problème, si on veut vraiment régler la question sociale, c'est comment autonomiser les personnes, qu'elles soient des villes ou des campagnes, par la création d'emplois massifs, qui leur permettent de vivre dignement et de ne pas tendre la main. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans une logique de dépendance et de paupérisation. Et tout ce qui est DER, parce que quand même la DER... Non, la DER, c'est aujourd'hui, c'est de l'argent qui est en train de jeter... Attendez, parlons du DER. Oui, ils sont en train de jeter de l'argent sans critères Pourquoi vous dites à des jeunes, à des femmes, par clientélisme, pour qu'on puisse voter pour eux. Mais cet argent-là, peut-être qu'eux, ils se disent qu'ils ne seront pas là pour demander qu'on le rembourse. C'est pourquoi ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Parce que simplement, c'est de l'argent qui entre dans des poches de façon obscure, des poches de militants ou de proches de leur parti et de leur coalition. Ça, c'est encore une fois détruire le pays. Donc nous pensons que si on veut vraiment faire des réformes, il y a des réformes profondes, discutées dans ce pays, au plan institutionnel par exemple, systématisées dans les conclusions des assises nationales, dans les recommandations de la CNRI. Qu'est-ce que Macky Sall a fait avec son référendum? Il a tourné le dos à ces recommandations, en choisissant, soi-disant, cette proposition qui n'avait rien à voir avec les conclusions des assises nationales. Donc, simplement, le problème essentiel ici, dans ce pays, c'est que depuis 1962, au moins, quand on a évincé Mamadou Dia, on a un président de la République qui est l'alpha et l'oméga de la vie publique au Sénégal. Tout puissant. Oui. C'est lui qui se subordonne tout l'exécutif, tous les législatifs, tous les judiciaires à la fois. Ce présidentialisme excessif, étouffant, prédateur aussi, parce qu'il organise la prédation des richesses du pays, au profit de son clan, au profit aussi de ses amis à l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit.
Et le projet que nous portons, c'est justement un projet de souveraineté sur ces ressources, Oui. un projet de souveraineté sur la définition de nos politiques économiques, un projet de souveraineté qui permette justement aux Sénégalais de sentir que les richesses qu'il y a dans ce pays et qui ont commencé effectivement à être découvertes récemment, mais que ces richesses-là ne doivent pas nous échapper. Eux, ils se disent, il n'est pas question que ces richesses-là soient contrôlées par un autre pouvoir que nous. Il n'est pas question que l'on laisse d'autres venir et fouiner sur notre gestion pour qu'on rende compte. En tout cas, nous pensons qu'ils devront rendre compte de leur gestion. Il nous avait promis une gestion sobre et vertueuse. Il a fait le contraire. Nous pensons que ce pays a besoin véritablement de paix. Et ce pays a besoin de paix, simplement, il l'aura quand il y aura la vérité et la sincérité dans les scrutins. Très bien. Très bien. Alors, Pape Mao Diouf, comme Madiaye Mbodj, j'aimerais bien vous entendre sur l'année 2019, année de réforme. Quelles réformes vous comptez apporter en 2019? Alors, je pense que le programme du candidat viendra plus en détail On n'en parlera pas. Mais il est évident, et il le dit dans son ouvrage très factuel, justement, qui n'est pas teinté de fables et de généralités, que l'administration doit être consolidée. C'est-à-dire il y a des réformes administratives qu'il faudra poursuivre, que les procédures ne traînent pas davantage. De sorte qu'en fait, l'environnement des affaires, tel que nous avons gagné des points, entre 5 et 10 points dans l'environnement des affaires, dans le doing business, ça puisse se poursuivre et que les investisseurs étrangers puissent venir dans notre pays beaucoup plus facilement. Mais je suis quand même surpris que, venant de la part du doyen, qu'il attaque les bourses de sécurité familiale. Une révolution sociale par essence. Non, ce n'est pas de l'appauvrissement. Au contraire, c'est un programme de lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas une distribution d'argent, et c'est pas parce qu'on passe de 300 000 familles à 400 000 familles. Souvenez-vous que c'est pour la première fois, M. Mbodj, et ça, vous devez vous en féliciter par cohérence de trajectoire. De 1960 à aujourd'hui, jamais un programme aussi ambitieux au plan social est cohérent, parce qu'on ne distribue pas, il y a des critères. Le maintenir les enfants à l'école, avec un métier, avec de la connaissance, il y a de la dignité et on sort de la pauvreté. Mais sans la santé, ça ne marche pas. Et donc, il faut aussi que les enfants soient vaccinés. Voilà pourquoi ce programme est structuré et structurant. On va passer à une autre génération. On va sortir ces programmes de famille-là pour en intégrer d'autres. Mais surtout, le Benno Bokk Yakaar montre suffisamment la démarche politique d'un homme qui n'est pas un homme d'accaparement. D'abord, le Benno Bokk Yakaar, et qui est devenu la majorité présidentielle élargie, est la plus grosse et la plus large coalition de l'histoire du Sénégal. Ça montre bien que la priorité ici n'est pas les prébendes, n'est pas la distribution de parts de gâteau, mais une ambition pour le pays, parce que chacun des leaders qui composent cette coalition ils sont tous servis. Ils sont tous légitimement. On ne peut pas dire ça. Ouais. On ne peut pas dire ça. On peut pas regrouper une coalition aussi large. On ne peut pas regrouper une coalition aussi large avec une logique de dire ils sont tous servis. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a suffisamment de leaders à même, en tout cas, d'aller vers n'importe quelle élection et d'avoir une légitimité pour le faire, au moins autant que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Mais c'est parce que la démarche, c'est une démarche inclusive, une culture de dialogue, de discussion et d'échange pour définir les priorités d'abord du Sénégal. C'est pas pour rien qu'on vous parle du Sénégal. Le Sénégal par tous et pour tous n'est pas simplement un slogan, c'est une conviction dans la démarche que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et lorsqu'on parle du TR, par exemple, c'est le symbole le plus abouti de l'ambition que cette majorité a pour le pays. Parce que le train express régional, évidemment, pour les yeux d'aujourd'hui, on peut ne pas le comprendre. Mais une projection sur 25 ans qui voit que la densité démographique qui va vivre entre Mbour, Thiès, Diamniadio va être énorme. Comment cette mobilité urbaine va se faire ? Comment on va organiser le transport de nos enfants qui devront venir vers l'ouest, vers l'intérieur du pays ? Un mode de transport urbain et massif et moderne était nécessaire. Voilà pourquoi le train express régional symbolise l'ambition de cette majorité pour notre peuple. Oui. Cela veut dire simplement que l'ambition n'est pas l'ambition des Sénégalais. Les Sénégalais, c'est pas le terre qui va régler. C'est le pont de la Gambie, M. Mbodj. C'est justement. C'est aussi le Ila Touba. Non, justement. Parce que simplement, vous mettez des milliards inutilement là où il ne faut pas. Or, on a besoin pour l'éducation. Les bénéficiaires du pont de la Gambie vous entendent.
ce pays, il va effectivement se développer en misant essentiellement sur les ressources humaines. Aujourd'hui, quelle est la situation dans notre secteur éducatif? C'est les turbulences tous les jours que Dieu fait. Tous les jours. Vous n'arrivez même pas à respecter votre propre signature. Aujourd'hui, la revendication des syndicats, ce n'est pas de porter à la connaissance du gouvernement de nouvelles revendications, de nouvelles exigences. On se bat pour faire respecter la signature d'engagement pris par le gouvernement. Vous n'êtes même pas capable de respecter votre propre signature. Tous les engagements sont respectés. Aussi bien dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans les autres secteurs. Sont respectés. Vous parlez je ne sais pas, d'organiser justement des ambitions pour ce pays. Quelle ambition vous portez? Quelle ambition vous portez? C'est des ambitions d'accaparement. Vous travaillez le président pour lui-même, pour sa famille, c'est des pour son slogans clan. faciles. Mais c'est ça, on peut le vérifier. Ça ne reflète pas les nominations que les politiciens n'ont pas faire. C'est des slogans. Ça ne reflète pas les slogans. Il avait dit. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il est maire à Guédiawaye. On peut bien le Nous sommes au terme de cette émission. C'est dommage. C'est dommage. Pour terminer, Madiaye Mbodj. 14 milliards. Oui. Vous avez de quoi le faire. Non. Demandez à votre procureur. Non. Très bien. C'est normal. On verra bien ce que ça va donner. Vous devez parler aux Sénégalais. Merci Madiaye Mbodj. Merci à Pape Mao Diouf. C'était donc Espace Politique sur iRadio. Nous avions l'immense plaisir de recevoir Madiaye Mbodj de Yono Askan Wi. C'est le porte-parole de Yono Askan Wi, justement, membre de la coalition, Sonko candidat, Sonko président, et Pape Mao Diouf, c'est le coordinateur de la coalition, de la cellule de com, de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le secrétaire général de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. C'était un immense plaisir d'être en votre compagnie. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Pierre. Merci et restez en compagnie des programmes de iRadio. La parole aux partis politiques. 16h30, 17h30 sur iRadio. Espace politique. Espace politique. Espace politique.